Le 7-9, Marc Fauvel sur France Inter. Bonjour Éloi Laurent. Bonjour. Économiste, professeur à Sciences Po et à l'université de Stanford en Californie, vous publiez Nos mythologies économiques, paru chez Les Liens qui libèrent, dans lequel vous tentez de déconstruire une quinzaine d'idées reçues, de croyances, de mythes, c'est le mot que vous employez, sur l'économie de marché, sur la protection sociale qui coûterait trop cher, ou encore, on va en parler avec vous dans quelques instants, sur le poids de l'immigration dans l'économie, avec un constat de départ dans ce livre. L'économie est partout, elle nous gouverne quasiment, et pourtant, elle n'est, écrivez-vous, ni une science, ni un art, mais plutôt une mythologie. Pourquoi ? En fait, je pense qu'il y a deux phénomènes qui sont produits au cours des 20 dernières années. Le premier phénomène, c'est que l'économie s'est présentée comme la meilleure des sciences sociales, comme celle qui avait raison sur toutes les autres sciences sociales, parce qu'elle a des techniques quantitatives, des statistiques, des moyens de vérification empirique. Et l'autre phénomène qui s'est produit, c'est que, à mesure que le discours politique a reculé, on a remplacé les impératifs qu'on n'était plus capable de formuler de manière collective par un nouvel impératif, qui serait l'impératif économique. Et donc, on a été chercher en économie des espèces de vérités qui n'en sont pas, c'est-à-dire qui ne sont pas assises sur des connaissances scientifiques et qui deviennent des moyens finalement de formuler un projet parce qu'on n'est plus capable de l'imposer soit par la force, heureusement, soit par la persuasion en démocratie. Et donc les mythologies économiques, ce sont des idées économiques qui se donnent pour des vérités scientifiques mais qui reposent en fait sur des croyances ou sur des préjugés. La mythologie économique qu'on ressasse en France aujourd'hui, c'est le modèle social plombe la compétitivité qui empêche la croissance. Chaque terme de cette mythologie-là est contestable du point de vue scientifique. Il n'y a aucune étude qui montre sur long terme que le modèle social français a empêché le dynamisme économique. La compétitivité ne se réduit pas au coût du travail. On est au XXIe siècle, dont la compétitivité, c'est le bien-être des salariés, c'est la santé, etc. Et la croissance n'est pas la finalité de la politique économique. Au XXIe siècle, la finalité, c'est le bien-être humain et le fait de respecter la contrainte écologique. D'où vient cette mythologie ? Qui tient la plume ? Je pense que ce sont d'un côté les économistes qui ont une responsabilité tout à fait claire, et notamment parce qu'ils s'organisent de plus en plus en syndicats, et donc ils essayent de produire un consensus. Si vous voulez, ce qui est drôle avec les économistes, c'est que leur complexe de supériorité vient de leur complexe d'infériorité. C'est-à-dire que leur complexe de supériorité dans les sciences sociales vient de leur complexe d'infériorité par rapport à la physique. Ils pensent qu'ils maîtrisent la physique du monde social. Et donc l'idée, c'est qu'on s'organise en syndicats, on essaye de produire un consensus scientifique qu'on vend ensuite aux responsables politiques. Et ça donne ensuite un débat public complètement pollué par des idées qui sont totalement fausses, mais qui effectivement nous gouvernent. Les mythologies économiques sont au pouvoir. Et ce que j'ai voulu faire avec ce livre, c'est de manière accessible, courte, 100 pages, essayer de proposer un petit manuel de désintoxication économique. Essayer de dépolluer un peu ce débat public en montrant ce que moi, en tant que chercheur, j'ai compris comme étant le caractère profondément faux. Parce que le problème, c'est que quand on croit que les mythologies, c'est le réel, on fait d'énormes erreurs. Et la loi travail, c'est très exactement l'exemple d'une mythologie économique qui est la solution au chômage, c'est la flexibilité au service de la compétitivité. Alors, cette stratégie-là est en échec. La loi travail, on le divise, déchire même les économistes qui se répondent à coups de pétitions, de tribunes depuis plusieurs semaines. On aura compris dans ces quelques mots que vous êtes contre. Pourquoi insuffler un peu de flexibilité, ce n'est pas bon pour l'emploi ? D'abord, insuffler de la flexibilité, il y en a énormément de la flexibilité. Le marché du travail français est hyper flexible aujourd'hui. Donc la première mythologie déjà, c'est de ne pas... Avec 3,5 millions de chômeurs. Oui, avec 3,5 millions de chômeurs, certes, mais avec aussi une crise financière et des politiques d'austérité qui ont eu un effet absolument désastreux. Le taux de chômage en France a augmenté de 50%. Entre 2008, où il était inférieur à 7%. Je crois qu'il faut se souvenir, parce que malheureusement, on a une mémoire très très courte dans les débats économiques, et donc on oublie un petit peu les choses. En France, avec le même droit du travail, le même modèle social insupportable, les mêmes rigidités qui nous empêcheraient d'être compétitifs, on avait un chômage qui était tombé à son point le plus bas depuis 1983, avant la crise financière. Vous avez la crise financière, on prend 2 points de chômage, et ensuite vous avez les politiques d'austérité, et on prend 1 point de chômage supplémentaire. 50% de chômage en plus. Où est-ce que les rigidités du marché du travail ont empêché les licenciements massifs qui ont fait augmenter le taux de chômage? Les exemples de l'Italie, de l'Espagne qui ont libéralisé leur marché du travail, on ne peut pas les prendre pour comparer à la situation française. Alors ça, c'est l'erreur, une des erreurs qu'on fait, c'est de considérer qu'on va pouvoir prendre ailleurs on dit, voilà, donc hier c'était le modèle allemand, aujourd'hui le modèle espagnol, italien, demain ce sera le modèle indien, puis après le modèle thaïlandais, je ne sais pas. Donc à chaque fois déjà les modèles changent. Donc déjà c'est pas un bon signe, c'est le signe que le raisonnement est pas complètement fiable. Mais surtout,
Un modèle étranger, c'est un système. C'est un ensemble cohérent d'institutions. On ne peut pas prendre ce qui nous arrange en disant on va faire cette chose, cette mesure-là, sans comprendre que cette mesure-là, en Espagne, en Italie ou en Allemagne, elle s'insère dans un dispositif complet. Mais je reviens sur la situation française parce qu'il ne faut pas manquer d'imagination en soit dépendant de modèles théoriques ou d'exemples étrangers. La France, depuis 40 ans, le taux de chômage a pu baisser. Parfois, il a baissé de façon très très forte et de façon très rapide. Il a baissé dans 3 périodes. À la fin des années 80, à la fin des années 90, au milieu des années 2000. À aucun moment, ça n'a été dû à la flexibilisation du marché du travail. À aucun moment. Ça veut pas dire pas parce que ça n'a pas marché par le passé que ça ne peut pas marcher aujourd'hui. D'accord, mais alors d'un côté, ça n'a pas marché par le passé. De l'autre, la raison pour laquelle le chômage a augmenté, ça n'est pas lié aux rigidités. Et aujourd'hui, les entreprises, quand on les interroge, ne disent pas que leur problème, c'est le code du travail ou le droit du travail. Elles disent, pour 45% d'entre elles, que le problème, c'est les carnets de commandes. 15% seulement disent que c'est des problèmes d'offres. Et dans les problèmes d'offres, le code du travail occupe une toute petite partie. Donc le passé, ça ne marche pas. La période récente n'est pas explicative par la flexibilité. Et les entreprises aujourd'hui ne disent pas que c'est un problème. Donc le frein aujourd'hui à l'embauche en France, quel est-il ? Le frein, c'est le fait qu'on est dans une zone euro qui est totalement déprimée. Nous avons une économie française, les chiffres qui sont tombés à la fin... On a une croissance à 1,2%, ce qui n'est pas si mauvais que ça pour 2015. Oui, on a découvert le chiffre vendredi. C'est juste qu'il n'y a pas eu de reprise économique. Même à 1,2% de croissance, on n'arrive pas en France à créer de l'emploi. Non, mais donc pas suffisamment. Ça, c'est un problème. Oui. Pourquoi ? C'est un problème. C'est un problème parce qu'on a une croissance économique qui n'est pas suffisamment intensive en emploi. Je disais tout à l'heure, la croissance économique, c'est pas l'objectif final de la politique économique. L'objectif final, ça devrait être l'emploi. C'est-à-dire, c'est les vraies dimensions du bien-être. Ne pas dire augmenter la croissance pour augmenter l'emploi, comme on le répète en permanence, mais augmenter l'emploi. Et par exemple, si on avait ça en l'esprit, on mettrait en place des politiques de sortie de crise qui soient intensives en emploi. Par exemple, la transition énergétique, qui est très intensive en emploi. Il y a un pays, Éloi Laurent, qui prend un peu le contre-pied de la doxa qui nous entoure aujourd'hui d'un point de vue économique, c'est le Canada, dont le nouveau Premier ministre, M. Trudeau, vient de présenter un budget de relance, un budget de conversion massive vers la transition énergétique, mais qui est un peu tout seul au monde aujourd'hui parmi les pays développés à le faire. Il a raison ou pas ? C'est drôle parce qu'il se trouve que j'ai écrit un article avec le ministre des Affaires étrangères du Canada, le nouveau ministre des Affaires étrangères, avec qui on a travaillé ensemble sur la question du prix du carbone et justement de cette transition climatique. Donc moi, je suis très heureux de voir le Canada porter les espoirs de l'après COP21, effectivement s'engager. Redistribution aux classes moyennes, relance par l'investissement. Voilà, accueil des migrants, etc. Donc peut-être que le Canada... L'inverse de ce qu'on fait ici en Europe. Voilà, le Canada va redevenir un exemple, mais une fois de plus, ça ne sera pas un modèle. C'est un système. Ça peut être un exemple, une source d'inspiration, mais il ne faudra pas dire parce que ça nous arrange que le Canada, tout d'un coup, devient le nouveau modèle à suivre. Une fois de plus, c'est un ensemble d'institutions complexes. Donc, concentrons-nous sur les vraies forces et les faiblesses de la France, sur la stratégie de développement de la France, sur ce dont elle a besoin. Elle n'a pas besoin, la France, de ce dont a besoin l'Allemagne, notamment parce qu'elle n'a pas développé un secteur exportateur complètement hypertrophié comme en Allemagne. Donc, c'est plutôt le marché intérieur, plutôt le marché domestique qui va déterminer le développement français. La question des infrastructures, on a des classes nombreuses à accueillir. Il y a des défis passionnants, mais on ne pourra pas aborder ces défis si on reste dans les mythologies économiques. Voilà, c'est ça que j'essaye de dire dans ce livre, c'est que et je crains malheureusement que les prochaines échéances soient finalement des moments où on va ressasser. J'écoutais ce week-end un ancien président de la République faire un discours devant un parterre de patrons sur le fait qu'il allait supprimer des dépenses publiques, des dépenses sociales, des fonctionnaires, etc. Donc, on a une classe politique qui, grosso modo, essaye de faire campagne contre le modèle français, si vous voulez. Les dépenses publiques en France, oui, elles sont plus élevées qu'ailleurs parce que sur les 55% de terribles dépenses publiques, il y a 30 points de pourcentage qui sont de la dépense sociale mutualisée, qui est très efficace, qui fait que c'est la richesse collective des Français, la richesse sociale des Français, la santé, l'éducation, le logement. Et on dit on va réduire ça. Si on réduit ça, on aura non seulement l'injustice, mais on aura aussi l'inefficacité. Le rôle de l'État-providence, on en parlera également dans quelques minutes avec vous, si vous voulez bien. Ce sera juste après Éloi Laurent, la revue de presse, il est 8h31 sur France Inter. Le 7-9, intervenez. Et un premier détour au standard de France Inter, 01 45 24 7000. Nous attend Fabien qui nous appelle de Rouen. Bonjour Fabien, bienvenue sur l'antenne. Oui, bonjour France Inter et bravo déjà à vos standardistes. Voilà, ma question, elle concerne la crise. Moi j'ai 33 ans et je me souviens aussi longtemps que je me souvienne que c'est la crise du chômage, la crise du pétrole, la crise économique, etc. Est-ce que quand une crise qui est censée être éphémère dure depuis aussi longtemps, c'est pas le système le problème et pas la crise?
D'aussi loin Voilà. qu'ils m'en souviennent, on a connu que la crise, les trentenaires, les quadras, Éloi Laurent, il a raison, Fabien? Il a raison, en tout cas, sur le fait qu'il y a un discours de la crise. C'est-à-dire qu'on peut s'interroger sur le fait qu'en effet, on n'a pas toujours vécu des périodes dans lesquelles ça allait mal. J'indiquais tout à l'heure la fin des années 90. En France, la fin des années 90, c'est un moment où, en l'an 2000, on crée le plus d'emplois jamais créés depuis l'après-guerre. Donc il y a eu des époques en France où on a fait reculer le chômage de façon très importante, on a créé énormément d'emplois et où la situation s'est améliorée. Il y a aussi des périodes dans lesquelles le pouvoir d'achat progresse, des périodes dans lesquelles il recule. Donc je crois que l'idée de la crise, c'est l'idée d'un point de rupture qui serait au milieu des années 70. On n'identifie pas très bien d'ailleurs ce que c'est, le premier choc pétrolier, donc l'idée qu'il y a une remise en cause. Si on réfléchit bien, ce qui est intéressant dans cette idée de crise, c'est que le premier choc pétrolier, ça a correspondu fondamentalement à la remise en cause de la théorie keynésienne. C'est-à-dire que là, ce qu'on a appelé la crise, c'est au fond l'idée de la soi-disant incapacité de l'État à faire une politique économique efficace. Ça, je pense que l'idée de la crise comme discours d'impuissance de l'État, moi, c'est une des mythologies économiques que j'essaye de déconstruire dans le livre. Je pense Avec un absolument discours pas. qui est l'État-providence, pour vous, c'est, il n'y a pas de salut en dehors de ça, c'est le développement doit être assuré par l'État et par l'intervention de l'État. C'est pas que il n'y a pas de salut en dehors de ça, c'est que pour gérer des crises macroéconomiques, il faut de la politique macroéconomique. C'est ce qu'on n'a pas fait en Europe et ce qu'on continue à ne pas faire en Europe, c'est-à-dire qu'on a une politique monétaire qui a été très lente à réagir, qui a d'ailleurs réagi par le fait d'augmenter les taux d'intérêt face à la crise, et ensuite seulement en 2012, on a une BCE qui a décidé qu'on allait effectivement sauver l'euro, mais une politique budgétaire qui est toujours anesthésiée. On voit avec les statistiques françaises, si vous voulez, on a tous les symptômes d'une économie qui atteint parfaitement les mauvais objectifs. On a des dépenses publiques qui se réduisent, on a atteint les critères européens. Voilà à quoi ressemble une économie qui respecte les critères européens, c'est-à-dire on a effectivement une économie totalement amorphe et une zone euro qui est dans la déflation. Donc on a besoin de démonstration par l'absurde de ce qu'il ne faut pas faire pour vous. Oui, donc on a besoin de démonstration de la nécessité d'avoir une politique macroéconomique. Vous donnez, Éloi Laurent, un exemple dans votre livre pour parler de l'État-providence, c'est celui de la Silicon Valley, un endroit que vous connaissez bien puisque vous enseignez en Californie, temple de la libre entreprise, pourrait-on penser, temple du libéralisme qui se débrouille tout seul, finalement, ces petites startups qui poussent comme des champignons. Et vous expliquez que ça marche pas comme ça, la Silicon Valley. Pas du tout comme ça que la Silicon Valley s'est créée. Moi, il se trouve qu'effectivement, j'enseigne à Stanford, qui est au centre et qui a été un des moteurs de la Silicon Valley, là où Google a été créé, notamment. Incubé. La Silicon Valley, c'est un pur produit du capitalisme public. C'est le fait que le Pentagone a décidé, d'ailleurs, dans une rencontre étrange avec la culture hippie et les départements des écoles d'ingénieurs des grandes universités de la région, c'est dans ce triangle-là qu'on a créé la Silicon Valley. Donc, si on veut la même chose en France aujourd'hui, il ne faut pas baisser les impôts sur les entreprises et faire des ristournes fiscales. Il faut investir massivement dans la recherche et dans l'université. Donc c'est ça qui a fait, c'est l'investissement public. Et le problème aujourd'hui, c'est que par contre, on se gargarise d'un discours qui est, les startups, c'est des générations spontanées, elles existent toutes seules, etc. Du coup, le vrai problème aujourd'hui à Silicon Valley, c'est que cette communauté qui a été créée par l'investissement public refuse de rendre ce qui lui a permis effectivement d'exister. C'est-à-dire, elle refuse de payer ses impôts, etc. Donc, elle a privatisé des biens communs. Et aujourd'hui, donc c'est ça le problème de la Silicon Valley, c'est une espèce de séparatisme économique, alors même que c'est un pur produit du capitalisme public. Et vous relevez le fait que la Californie est l'un des États américains où il y a le plus de voitures par habitant et que c'est dans le même temps un État où on ne veut pas payer pour améliorer les routes. C'est ça. Et que c'est donc à la fois les plus belles voitures et des routes et qui les plus mauvaises routes. C'est la métaphore. Voilà. La métaphore qui est quand on privatise les biens communs et qu'on refuse d'investir dans les biens communs, finalement, même la richesse individuelle ne vous permet pas finalement le bien-être. Parce que vous pouvez avoir la voiture la plus luxueuse, si vous roulez sur une route totalement cabossée, vous n'irez pas plus vite. Bonjour Pierre et bienvenue sur France Inter, on vous écoute. Oui, bonjour. Je vous remercie d'avoir pris mon appel. Je suis étonné, tout le monde, tous les économistes, tous les journalistes parlent toujours d'emploi. Or, le terme d'emploi, on compte de la même façon un petit boulot de quelques heures par semaine en CDD et un CDI à plein temps avec énormément d'heures supplémentaires. Donc, il me semble que ce n'est pas du tout pertinent. Alors qu'il existe des statistiques, l'INSEE les publie régulièrement, sur la quantité d'heures travaillées, quelle est la taille du gâteau. Et quand j'ai regardé ces statistiques de 1949 jusqu'à 2012, j'ai pas regardé après, mais ça ne doit pas changer. C'est déjà pas mal. Elles n'ont pratiquement pas bougé. Elles sont, le gâteau, il y a des fluctuations, mais il est toujours le même. On n'a jamais créé d'heures de travail. Alors, qu'est-ce qui peut imaginer qu'on va pouvoir en travailler en créer avec des méthodes qui ont toutes été utilisées, ont été testées. Il me semble que
si on veut supprimer le chômage, il n'y a qu'un moyen, c'est de mieux partager ce gâteau. Là, pour l'instant, les parts de gâteau, elles sont telles qu'il n'y en a pas pour tout le monde. Éloi Laurent, merci Pierre. Enfin, sur cette question précise, il faut quand même noter qu'il y a des grands changements qui sont produits. Le nombre d'heures travaillées a baissé de façon importante, par personne en France. Donc, on a partagé le travail, certes, mais on a réduit quand même le temps de travail. Historiquement, d'ailleurs, c'est très intéressant. Cette idée, c'est une des choses que j'explique dans le livre, c'est que le concept de productivité, aujourd'hui, quand on dit quand les entreprises disent aux salariés, il faut faire des efforts de productivité, on utilise un concept économique en lui faisant dire exactement le contraire de ce qu'il a voulu dire. C'est-à-dire la productivité, historiquement, dans l'histoire humaine, c'est comment réduire le temps de travail en maintenant le bien-être matériel et en dégageant du temps pour la qualité de vie. Aujourd'hui, les efforts de productivité, c'est comment travailler plus à salaire égal. Si vous voulez. Donc c'est exactement, on a l'exemple même d'un concept qui est instrumentalisé pour dire le contraire de ce qu'il veut dire. Sur le reste, sur la question de l'auditeur, ce dont ça témoigne, c'est qu'il faut utiliser des indicateurs pluriels en économie. C'est-à-dire que d'abord, il ne faut surtout pas utiliser la croissance du PIB comme indicateur de référence parce que c'est un indicateur qui ne veut absolument plus rien dire au XXIe siècle. Et précisément une batterie d'indicateurs, dont les indicateurs d'emploi, et même sur l'emploi, le taux de chômage peut être complètement trompeur. Le taux d'emploi, par exemple, si vous voulez comprendre la situation américaine, dont on parlera peut-être tout à l'heure, le taux de chômage est complètement trompeur par rapport à la question du taux d'emploi. Le taux de chômage a été divisé par 2. En réalité, le taux d'emploi ont baissé de façon très forte. Ils n'ont absolument pas retrouvé leur niveau d'avant-crise. Donc il faut prendre le chômage, l'emploi, ensuite les salaires, pour voir à quelles conditions salariales on crée des nouveaux emplois. Ça, c'est ce qui permet de comprendre la situation allemande. Et ensuite, dernier type d'indicateur, il faut prendre la qualité, le bien-être au travail, pour comprendre à quel coût psychologique on travaille. Et à ce moment-là, on a une vision cohérente de ce qui se passe sur le marché du travail. Un mot, Éloi Laurent, sur un autre mythe que vous tentez de déconstruire dans votre ouvrage, celui de la sociale xénophobie. Vous nous expliquez ce que c'est ? Eh bien, ce que c'est que c'est un concept que j'avance dans ce livre, donc il est largement, tout d'ailleurs est à débattre dans ce livre, mais notamment ça. Mon idée, c'est que le néolibéralisme, qui est la première mythologie à laquelle je m'attaque dans le livre, a engendré un monstre qui est la sociale xénophobie. À force de répéter aux Européens que leur modèle social ne vaut rien, à force de répéter qu'ils ne doivent plus se soucier des questions économiques parce qu'elles ont été tranchées par la science, on s'est intéressé et on a développé de nouvelles mythologies qui sont des mythologies culturelles et identitaires. Et on a construit un discours en Europe qui consiste à utiliser le modèle social contre les immigrés et les étrangers. Fait tout à fait incroyable. C'est-à-dire de dire notre modèle social est en danger si vous venez trop nombreux, voilà. Donc il faut fermer les frontières. Donc il faut fermer les frontières. Ça s'est développé dans les pays nordiques. C'est-à-dire que les pays nordiques qui ont été des modèles sur les questions sociales pendant des décennies sont maintenant des contre-modèles. C'est-à-dire que c'est dans les pays nordiques qu'on a commencé à instrumentaliser le modèle social État-providence contre les étrangers et les immigrés. Et d'ailleurs, je pense que c'est là que le Front National a trouvé son inspiration, parce que le Front National était, il y a 30 ans, libéral, ultralibéral. Aujourd'hui, il est en un sens cohérent, malheureusement, c'est-à-dire qu'effectivement, il prône la défense du modèle social en même temps que la nation. Et là, il est effectivement extrêmement dangereux. Et vous rappelez que l'immigration, aujourd'hui rapportée à la population totale de la France, c'est 0,4% chaque année si on inclut toutes les catégories de migrants, de réfugiés, de demandeurs d'asile qui rentrent en France chaque année. Bernard Guetta. On entend bien que vous êtes keynésien, mais en l'occurrence, face au chômage français, vous seriez partisan d'augmenter la dépense publique ? Je pense que quand on a une économie... Enfin, je suis keynésien. En principe, tous les économistes sont censés être keynésiens. Je veux dire, un économiste qui n'est pas... si vous n'êtes pas keynésien, c'est que vous ne connaissez pas l'économie. C'est-à-dire, être keynésien en économie, c'est comme ce que disent les libéraux. Si vous n'êtes pas libéral, c'est que vous ne connaissez pas l'économie. Non, mais Keynes fait partie de la boîte à outils des économistes. Donc, si vous n'abordez pas une crise macroéconomique avec des réflexes keynésiens, c'est qu'il y a quelque chose qui vous a profondément échappé dans votre formation économique. Ça échappe aux 3/4 des économistes d'aujourd'hui qui sont libéraux. Et on voit le résultat. Donc, bon, d'accord, mais venons-en à ma question. Et donc, l'idée, en l'occurrence, de dire, quelles sont les solutions ? On a aujourd'hui des taux d'intérêt, la France emprunte à des taux d'intérêt qui sont à 0,5 à long terme. Donc, extrêmement faibles. À court terme, elle emprunte à des taux négatifs. On a 10% de chômage. On a donc des pans entiers de la population qui ne sont pas employés. On est donc dans une économie de déflation et de sous-emploi. La solution, c'est l'investissement public. Je pense que, y compris même la Commission européenne, quand Jean-Claude Juncker est arrivé, est parti avec cette idée. Depuis, excusez-moi, c'est pas y compris même, c'est surtout la Commission européenne qui est partie avec cette idée. Et malheureusement, elle a complètement viré ensuite de bord, et aujourd'hui, ça ne représente plus rien. Le plan Juncker est quelque chose qui est totalement ridicule par rapport aux problèmes européens. Donc, on a une économie dans la déflation, des taux d'intérêt extrêmement bas, un chômage de masse. C'est à ce moment-là qu'il faut investir. Donc, il faut trouver des moyens d'investir
investir. Quel grand projet on peut avoir pour l'investissement public? La transition énergétique. On a un problème très simple qui ne va pas partir parce qu'on va fermer les yeux, qui est la question du changement climatique. On a besoin d'adapter nos systèmes énergétiques et nos systèmes économiques à cette question. Il y a des investissements massifs à faire dans la rénovation thermique des bâtiments, dans l'investissement dans les économies d'énergie, les énergies renouvelables. Voilà le grand projet pour la construction européenne aujourd'hui et on a toutes les conditions économiques réunies pour pouvoir le mener à bien. Bernard nous appelle au standard de France Inter 01 45 24 7000. Bonjour Bernard, bienvenue. Oui, bonjour, merci. Oui, Monsieur Laurent semble mettre en cause l'euro, il me semble, dans ce que j'ai pu comprendre. Or, l'Allemagne, qui a eu une monnaie nationale très, très puissante avant la création de l'euro, a une économie qui a marché et un chômage qui sont faibles. L'Autriche semble également sur cette voie-là, pour ne pas parler du Danemark ou des Pays-Bas. Alors, comment se fait-il que ces pays qui sont dans la même zone euro semblent marcher mieux, en tout cas avec un chômage très inférieur, une formation qui semble en bonne voie aussi pour l'intégration des jeunes, etc. etc. Merci. Merci Bernard. La réponse d'Éloi Laurent. D'abord, il faut faire le bilan économique de l'euro sur un horizon plus long que simplement les 3 ou 4 dernières années, puisque l'euro est avec nous depuis 1999 sur les marchés, depuis 2002 dans la poche des Européens. Donc on a une période qui est de l'ordre de 15 ans pour apprécier le bilan économique de l'euro. Le bilan économique de l'euro est mauvais. C'est absolument incontestable. Je pense qu'y compris les économistes les plus enthousiastes sur la question le reconnaissent aujourd'hui. Ils ne l'ont pas reconnu, par contre, facilement quand on était en 2005, en 2006, parce que le bilan n'était pas complètement clair à ce moment-là. Aujourd'hui, on est quand même relativement d'accord sur le fait que ça a été extrêmement mal construit. Sur le fait que dans ce cadre-là, le cadre qu'on a construit, c'est quoi? C'est le blocage des instruments macroéconomiques et le fait de laisser aux pays qui sont membres de cette zone monétaire, comme instrument d'ajustement et politique économique, leur modèle social. On a donc construit d'un côté le blocage macroéconomique et de l'autre la concurrence fiscale et sociale. Par définition, dans une logique de concurrence fiscale et sociale, il y a des pays qui s'en tirent mieux que les autres. Pourquoi? Parce qu'on a transformé l'Europe en jeu à somme nulle. Donc il y a d'un côté des gagnants et de l'autre des perdants. Il y a effectivement des gagnants. L'Allemagne a mis en place une stratégie de concurrence sociale extrêmement agressive au début des années 2000. Cette stratégie à payer au prix du développement des inégalités très fortes en Allemagne et au prix, il faut bien le dire, du fait d'un échec collectif qui ne laisse que quelques gagnants. Dans l'ensemble, si vous regardez toutes les courbes de la zone euro sur la façon dont elle a abordé la crise, géré la crise, l'après-crise, il est évident qu'on n'a pas les bonnes institutions économiques aujourd'hui en Europe. C'est absolument clair et net. On s'est trompé dans la conception de cette monnaie unique. La question, c'est combien de temps Qu'est-ce qui manque? Il manque par exemple des politique de coordination budgétaire. Il y a beaucoup trop de discipline et pas assez de coopération. Ce dont on parlait, ce dont vous parliez vous-même dans votre chronique, c'est-à-dire le déshonneur européen, vient de quoi? De cette culture de la discipline qui ne fait pas une culture de la coopération. On a une espèce de règle de la discipline, pas de culture de la coopération. Résultat, la culture de la coopération est en train de disparaître en Europe et je pense que c'est très profondément lié à la façon dont on n'a pas été capable de construire l'euro et d'autres pans peuvent se défaire et sont en train de se défaire. Hélène Roussel, les questions, les commentaires sur les réseaux sociaux? Des commentaires plutôt positifs. Ils sont contents de vous entendre sur Twitter. Avec Eros Senna, j'en prends un au hasard. Quand un économiste rappelle des vérités que Macron et Valls devraient entendre, c'est toujours bon à la loi de travail. Êtes-vous en contact avec eux? Pourquoi n'êtes-vous pas entendu? D'abord, je constate que, moi, j'en sais rien, mais je veux dire, ce matin, je suis entendu, j'en suis ravi. Oui. Je constate que y a un certain nombre de gens qui sont exprimés sur la loi travail et qui ont été entendus. Je veux dire, cette affaire a commencé comme on va faire le 49.3 et personne et tout le monde le doigt sur la couture du pantalon. On en est aujourd'hui au troisième aménagement. Il y a un débat parlementaire, vraisemblablement, qui va être assez vif, qui va commencer. Et tout ça parce qu'on a eu un collectif de gens qui sont organisés pour regarder dans le détail où étaient les mesures d'un très très bon travail. Le collectif qui a été rassemblé autour de Caroline de Haas, qui a fait un travail citoyen consistant à dire voilà à quoi ça sert, un code du travail, voilà à quoi sert le droit du travail, etc. Et puis, circonstance aggravante, des économistes se sont cru autorisés au nom de leur expertise tout à fait douteuse à s'exprimer en masse en faveur de la loi travail. J'attends d'ailleurs la tribune qui va expliquer qu'ils sont désormais plus en faveur de la loi travail, parce que les deux arguments fondamentaux, c'était le barème pour les indemnités prud'homales et le licenciement économique, deux éléments sur lesquels le gouvernement est revenu. Donc aujourd'hui, il faut écrire la tribune pour dire on est
n'est plus en faveur de la loi travail, et ça a déclenché un débat. Donc non, je pense qu'au contraire, sur cet exemple en particulier, la combinaison de l'activisme citoyen, du débat qui se réveille un peu en économie, etc., a donné de très bons résultats. Un mot, si vous voulez bien, parce qu'on a peu de temps, il nous reste 1 minute pour évoquer la campagne présidentielle américaine et la surprise de ces dernières semaines, c'est Bernie Sanders. Je suppose que vous suivez la campagne et que vos élèves de l'université de Stanford la suivent aussi, votent tous pour Sanders, non ? Oui, tous. De toute façon, tous les jeunes américains votent pour Sanders. C'est simple, au moins. C'est le modèle du grand-père et des petits-enfants. Je ne sais pas si ça va inspirer quelqu'un en France, mais c'est tout à fait spectaculaire. Moi, ça me remplit d'enthousiasme et ça me donne l'idée qu'au fond, tout est possible. Le système américain, en 2 mots, est un système absolument pourri par les inégalités, pourri par l'argent, dont la Cour suprême même a condamné en quelque sorte la vitalité démocratique. Voilà quelqu'un qui arrive, qui est largement inconnu. Bernie Sanders n'était même pas un démocrate, indépendant de l'État du Vermont, un tout petit État aux États-Unis, se définissant comme socialiste. Il y a 9 mois, personne ne le connaissait. Il refuse l'argent des lobbies et il décide de s'autofinancer. En 9 mois, il monte une campagne incroyablement intelligente, avec un thème qui est la crise des inégalités aux États-Unis et avec une méthode qui est comment révolutionner le financement de la campagne. Je ne pense pas qu'il va gagner, mais il est en train de changer véritablement le débat public. On ne fera pas campagne aux États-Unis après cette élection-là comme on le faisait avant. Il a ouvert une voie extraordinaire. Si on pouvait s'en inspirer en France, ce serait vraiment bien. Dans un quart d'heure, on vous retrouvera Augustin Trapenard à la tête de Boomerang. Vous aussi, vous êtes un peu la surprise de ces derniers mois. Ah bah écoutez, je ne sais pas en quoi, mais j'en suis Avec un ravi. discours à peine moins radical que celui de Bernie Sanders. Vous aviez une question à poser à notre invité ce matin? Je vous écoutais ce matin et je pensais à cet indice que vous connaissez forcément, qui est utilisé au Bhoutan, qui s'appelle le bonheur national brut, où il s'agit de mesurer le niveau de vie sans se concentrer uniquement sur l'économie. Qu'est-ce que vous en dites, vous? Moi, j'en dis que du bien, parce que figurez-vous que mon cours à Sciences Po et à Stanford est là-dessus. Pas sur que cet indicateur-là, mais sur tous les indicateurs alternatifs qui permettent de dépasser le PIB, c'est-à-dire les indicateurs de bien-être et soutenabilité. Et j'essaie d'expliquer aux ingénieurs de Stanford comme aux étudiants de Sciences Po que l'économie, c'est pas augmenter la croissance, l'économie, c'est se concentrer sur les vrais indicateurs. Et en effet, 1972, ce petit pays et le roi de ce petit pays décide de mettre en place un indicateur qui est extrêmement bien construit sur le plan scientifique, qui est extrêmement rigoureux, qui donne toutes sortes de mesures intéressantes et qui est notamment intéressant parce qu'il permet de dépasser une conception strictement occidentale du bonheur et de la façon dont on mesure le bonheur. Donc j'en pense beaucoup de bien. À part ça, le Bhoutan est un pays de paradoxe. C'est pas complètement une démocratie. C'est un pays plutôt, disons, en retard par rapport à un certain nombre d'indicateurs de bien-être, mais il n'empêche que c'est une expérience très intéressante, oui. Augustin Trapenard vous retrouve donc à